Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film intitulé Dust Bunny, avec les acteurs Mads Mikkelsen, qu'on connaît pour Les Bouchers Verts, ou Sigourney Weaver, qu'on connaît pour Alien. On va y suivre donc une petite fille qui va demander de l'aide à son voisin tueur à gages, après que ses parents aient été enlevés par le monstre vivant sous son lit. Sortie prévue le 5 décembre au cinéma US, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. On a une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Coyote, avec les acteurs Kate Bosworth, qu'on connaît notamment pour Superman Return, et Justin Long, qu'on connaît notamment pour Jeepers Creepers. On va y suivre une petite résidence, prise pour cible par des coyotes délogés par des feux de forêt, mais ces feux de forêt coupent également les habitants du monde extérieur. Sortie prévue donc le 3 octobre au cinéma US. L'acteur Fred Armisen, qui joue l'oncle fétide dans la série Mercredi sur Netflix, a confié lors d'une interview récente qu'une série spin-off sur son personnage était en préparation. Un point box-office avec le film Conjuring, l'heure du jugement, qui cartonne pour son premier week-end d'exploitation avec plus de 187 millions de dollars au box-office mondial. Ça devient ainsi le meilleur démarrage de la franchise évidemment, mais surtout il rentre dans le top 3 des meilleurs démarrages pour un film d'horreur de toute l'histoire du cinéma. Alors on va rester dans cet univers justement, et on voit que la série spin-off qui devait se développer sur l'univers de Conjuring avancerait bel et bien du côté de la plateforme HBO Max, donc on y développerait l'univers en fait initié par les 9 films existants jusqu'ici. Et alors on va rester du côté des franchises Machine à fric, puisqu'on a un nouveau film Insidious, réalisé par Jacob Chase, qu'on connaît pour Comeplay, et qui va compter notamment le retour de l'actrice Lin Shaye au casting, et donc celui-ci se date pour une sortie le 21 août 2026 au cinéma US, ce sera donc le 6e film de la saga, et on annonce également l'arrivée d'un spin-off intitulé Fred, An Insidious Tale. Les studios Lionsgate développent une suite au film de 2015 intitulé Le Dernier Chasseur de Sorcières avec l'acteur Vin Diesel. On y suivait un guerrier immortel qui traquait les mauvaises sorcières de notre monde. Et personnellement, j'avais plutôt bien aimé. On a une bande-annonce pour le film d'animation intitulé La Fabrique des Monstres, adapté du premier livre de Guy Bass, et qui est décrit comme une rencontre entre Frankenstein et Monstres et compagnie. Sortie prévue le 17 décembre au cinéma. L'acteur John Travolta serait en cours de tournage pour le film intitulé Ed. On y suivrait un robot chauffeur doté d'une IA qui va s'échapper de son labo pour commencer à tuer des conducteurs dangereux au nom de la sécurité routière. On a une bande-annonce pour le film intitulé Chainsaw Man, le film L'Arc de Rez et son démon tronçonneuse, sortie prévue donc le 22 octobre au cinéma. On a une bande-annonce pour la série documentaire intitulée Terrifiante Nature, produite par Blumhouse. Alors c'est un peu un ovni l'histoire, On y suivra d'effrayants récits de survie et qui saisissent le drame, le danger et la sombre beauté de la nature, mais du point de vue de ses proies. Et donc ça sort à partir du 30 septembre sur Netflix. Le créateur d'Hellboy, Mike Mignola, annonce la sortie d'un nouveau comics dans l'univers d'Hellboy, intitulé Carmen Redclaw, Belly of the Beast. La sortie est prévue donc pour le numéro 1 le 7 janvier en version originale évidemment chez Dark Horse Comics. Le réalisateur David F. Sandberg, qu'on connaît notamment pour Dans le Noir, vient de signer pour réaliser une nouvelle version d'Amityville pour les studios Amazon MGM. Le jeu survival horror intitulé Dark Deception devrait avoir droit à une adaptation en film live action. Le jeu mêle arcade et horreur au sein d'un labyrinthe duquel on doit s'échapper en évitant les monstres prêts à nous trucider. Côté cinéma, on va avoir The Jester 2 au cinéma US. Donc là c'est un slasher, et si vous avez vu le premier, je suis pas persuadé que vous ayez envie de voir ce deuxième film. Ça sort donc le 15 septembre. On a Demon Slayer, la forteresse infinie, film 1, donc ça c'est au cinéma le 17 septembre. Et enfin on a Jimmy and Stiggs, donc tout ça c'est proposé par Shadows notamment, et c'est une histoire d'enlèvement extraterrestre sous acide, et donc ça passe normalement dans les cinémas CGR les 20 et 21 septembre. Mais si vous voulez avoir la liste des cinémas qui diffusent, je vous laisse aller sur Instagram sur le compte de Shadows. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Accident Domestique qui sort en DVD Blu-ray chez ESC. C'est une excellente surprise du cinéma espagnol, je vous l'invite vraiment à aller le découvrir, et ça sort le 17 septembre. Et on a La Furie des Vampires dans la collection Angoisse de chez Rimini, et donc ça sort en Blu-ray le 18 septembre. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongers.
Côté streaming, on va avoir Get Out, donc sur Netflix le 19 septembre, The Macpherson Tape sur Shadows le 19 septembre, Tucker and Dale Fight le Mal sur Shadows, donc là c'est une petite comédie d'horreur assez sympa, et donc ça sort le 19 septembre sur Shadows, Night of the Reaper, donc là c'est sur Shudder et c'est un slasher qui sort le 19 septembre, et enfin Don't Worry Darling sur Netflix, donc là c'est un thriller SF et ça sort le 21 septembre. Es-tu un dieu? Côté série, on va avoir Haunted Hotel, donc c'est une série d'animation qui sort sur Netflix, c'est 10 épisodes sur une famille qui va tenter de faire tourner un hôtel hanté, le tout créé par Matt Roller, qui a notamment bossé sur Rick et Morty ou Community, et ça sort le 19 septembre sur Netflix. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté livre, on va avoir B219, le nouveau monde de Dave Turcotte-Lafont. Donc là c'est du post-apo, un mix entre Resident Evil et 28 jours plus tard en gros. Personnellement j'adore, alors avant de lire celui-ci, il va falloir lire les 5 premiers tomes principaux, parce que là du coup c'est une sorte de spin-off en fait, une histoire secondaire dans cet univers, et donc ça sort le 15 septembre sur Amazon. Ensuite on a Rob Zombie's House of a Thousand Corpses, The Making of a Cult Classic, donc 304 pages de documents inédits, d'interviews et d'images des coulisses sur le fameux film de Rob Zombie, ça sort le 16 septembre. On a le bureau des affaires occultes Bas les masques, donc là c'est de la BD, ça sort chez Albin Michel le 17 septembre, et on termine avec Viking Moon, donc là c'est du comics, on est chez Image Comics en VO, et donc c'est des Vikings versus des Amérindiens loups-garous, ça s'annonce bien bourrin, et ça sort le 17 septembre en VO. Groovy. Côté jeux vidéo, on va avoir Concierge sur PC le 17 septembre, Vicious Cycle sur PC, donc là on traverse la forêt de nuit à la première personne sur son petit vélo alors que des créatures vont tenter de nous choper, et donc ça sort le 17 septembre, ça a l'air assez cool. De là on a Emotionless The Last Ticket sur PC le 18 septembre, et enfin Dying Light The Beast sur PS5, Xbox Series et PC le 19 septembre. Demons to some, angels to others. Terminons cette émission avec deux petites choses. On a d'abord une reco, et c'est l'ouverture des précommandes pour le nouveau roman de Caroline Carton, intitulé En ces lieux. Donc rendez-vous sur le site carolinecarton.fr pour passer vos précos. Et de là, eh bien, on aura une interview que j'ai faite avec Romain Oulès sur son fanzine Monstro, dont le numéro 2 est en précommande aujourd'hui. Donc ne partez pas, tout de suite l'interview avec Romain. Et salut Romain, et bienvenue chez Horror News Podcast. Bonjour, comment allez-vous ? Mais écoute, ça va très bien ma foi. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour parler d'un joli projet, mais dans un premier temps, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, eh bien, je m'appelle Romain, j'ai fabriqué des monstres pendant un petit moment pour des gens que vous connaissez peut-être, comme le Joueur du Grenier, Al236 et plein d'autres youtubeurs, et je prêche la bonne parole des monstres sur YouTube depuis à peu près 10 ans avec ma chaîne YouTube et mon émission Derrière le Masque. Et après moult péripéties, on en arrive à devenir auteur d'un petit fanzine qui s'appelle Monstro. Je crois que c'était concis. Voilà, mais tout à fait, c'est parfait. Donc Monstro, pour en venir à ça, effectivement, ce fameux projet dont je parlais, c'est Monstro. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu donc ce fanzine ? Eh bien oui, Monstro, c'est un peu le rêve de gosse. Donc j'ai grandi, comme toi et comme je pense beaucoup de monde dans la communauté, des films d'horreur, des films de science-fiction, etc. On a grandi dans une époque où il y avait des magazines de cinéma, pour citer Mad Movies, L'Écran Fantastique, Vendredi 13, etc. et les vidéoclubs. Et il y avait toute cette émergence de cette culture horrifique. On n'était pas encore dans une époque où le cinéma assumait totalement ce genre, où il y a eu cette sorte d'hybridation du cinéma, populaire, du fantastique. Aujourd'hui, ça semble normal, mais il y a encore 30 ans, ça l'était pas. On était déviants. et donc, du coup, j'ai grandi avec dans cette génération, dans ce mood. Et aujourd'hui, je retrouvais pas les saveurs de mes lectures de quand j'étais petit. Alors peut-être qu'avec l'âge, devenant tonton, ayant des envies de paternité, etc. Du coup, j'ai envie de partager avec les gamins et mes copains, etc. Des sensations que j'avais quand j'étais petit. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire le magazine que j'aimais quand j'étais gamin, et je veux revoir aujourd'hui ce genre de lecture. Sans intellectualiser le cinéma, avoir quelque chose d'ouvert à un public large et de tout âge. C'est ce que je reproche, alors même si j'adore lire Mad Movies encore aujourd'hui, L'Écran Fantastique, etc.
Mais encore une fois, c'est trop, quoi. Ça s'adresse à des gens qui connaissent le cinéma. C'est pas des magazines qui tendent la main à un nouveau public. Et moi, si j'ai aimé le cinéma aujourd'hui, c'est parce que des mecs comme Jean-Pierre Puters, etc., avaient réussi à vulgariser et à rendre fun un genre cinématographique. Et c'est ce que du coup j'essaye de faire avec Monstro, et je pense que j'ai plutôt bien réussi sur le numéro 1 et le 2 aussi. Alors le numéro 1 que j'ai ici, avec la magnifique couverture de Guyver, donc faite de tes blanches mains. Donc effectivement, ouais, alors je confirme, moi à mon niveau en tout cas, je trouve ça, c'est une approche qui est ludique, c'est fun et ça se lit vraiment, voilà, de manière très fluide. Donc c'est agréable. C'est ce que j'ai vu moi en tout cas sur ce premier numéro, sur cette première lecture. Merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil. Donc bah ouais, alors ce qui est bien c'est que quand on démarre et quand on se lance comme ça sur un projet, on défriche un petit peu, surtout qu'à la base c'est pas ton métier, tout ce qui est édition. Non, du tout. Donc bah du coup, quels ont été un peu les enseignements de ce premier numéro? Et ben du coup, alors le Monstro, c'est un peu le boss final, bah du coup de ma petite carrière là, du haut de mes 30 ans, quoi 30 ans même plus, mais en gros, donc le fait d'avoir fait YouTube pendant quasiment 10 ans, du coup là j'ai réussi à trouver une patte quand j'ai écrit les épisodes, les vidéos, etc. Donc déjà il y a eu un apprentissage sur ces quelques années, bah, savoir comment vulgariser, comment parler aux gens. Sauf que là, voilà, le problème c'est qu'on parle aux gens, alors qu'un magazine, et ben du coup, ça se lit. Donc du coup, t'as pas la caméra, tu peux pas tutoyer, tu peux pas faire de tête rigolote quand tu fais du sarcasme, etc. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques temps, d'ailleurs, on avait fait déjà une interview là-bas. J'étais un des responsables. J'étais le responsable éditorial du musée cinéma et miniature de Lyon. Et donc du coup, déjà à cette période, j'ai dû me rééduquer, me reformer à faire des textes et à parler de manière très muséale. Donc du coup, j'avais dans ma besace deux méthodes d'écriture, donc celle d'un youtubeur et celle d'un responsable éditorial. Donc du coup, une fois que j'avais ces deux facultés, ces deux styles d'écriture, Monstro, ça a été cette hybridation de ces deux médias. Et donc du coup, avec ça, j'ai réussi à rester dans un texte suffisamment sérieux pour pas passer pour un clown quand tu parles de cinéma, etc. Il faut avoir quand même une certaine manière de faire et avoir ce côté fun et ludique pour un public justement qui est en soif de découverte et qui ne veut pas avoir une lecture chiante de daron entre guillemets. Là, je pense surtout aux enfants. Attention aux enfants, on va pas mettre Monstro dans les mains des pitchouns, mais un gamin de 10, 12, 13 ans, je pense qu'il peut bien se marrer en lisant Monstro. Ouais, clairement. Et donc du coup, cette reconversion, donc la partie écriture, ça s'est fait de manière assez naturelle, mais le vrai challenge, du coup, ça a été toute la technique. C'est comment monter un magazine, les bords perdus, etc. Alors aujourd'hui, ça me semble logique, mais un bord perdu, je voyais pas trop l'intérêt. Et maintenant, je sais ce que c'est qu'un bord perdu. Il fallait savoir aussi le nombre de pi de caractères pour un article. Qu'est-ce qu'un bon article, combien de caractères il faut, un minimum et un maximum, comment on le met en page, quelle taille d'écriture, quelle police utiliser, etc. Donc ça, pareil, aujourd'hui, on est dans un monde qui tend la main au plus grand nombre. Donc du coup, à l'époque, je sais pas si tu te souviens des Man Movies, des écrans fantastiques, on avait des textes qui étaient en Time News Roman, tu sais, avec de la lettrine, etc. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça parce que il faut penser qu'il y a des dyslexiques qui vont lire, des enfants, etc. Donc du coup, il faut privilégier l'écriture bâton. Alors ça, c'est des trucs que j'ai pas dit dans ma vidéo explicative du projet. Et du coup, tout ça, pareil, il faut pas dépasser le 10... en gros, ta police, elle doit faire 10 pixels ou 12 pixels. En dessous, les enfants, les dyslexiques, ils n'arrivent plus à lire. Et donc, du coup, tout ça, c'est des règles que j'ai découvertes, qui me semblent aujourd'hui logiques. Le nombre de colonnes, etc. Donc, c'est un vrai métier, l'édition. Donc là, il a fallu apprendre tout ça sur le tas. Et ça a été un gros boulot. Sans parler après de la partie impression, où là, il fallait choisir le papier, etc. Pareil, dans une logique de vintage, j'ai choisi un papier qui est très très proche des écrans fantastiques des années fin 70, début 80. Je voulais vraiment que même de manière dans tes mains, si tu fermes les yeux, je voulais pas que tu fasses la différence entre un vintage et Monstro. Donc du coup, ça aussi, ça a été du boulot.
Et donc du coup ça a été sport, hein. Sur la fin j'étais vraiment fatigué, mais aujourd'hui tu vois le plus dur est fait, c'est-à-dire là tu vois le numéro 2 je le fais mais sans appréhension. Maintenant c'est voilà, j'ai tout appris avec le 1, donc là le 2 j'ai plus qu'à écrire, mettre en page et pouf, et ça part à l'impression et bon. T'as essuyé les plâtres, voilà. J'ai essuyé les plâtres et j'ai fait des bêtises. Est-ce que tu veux qu'on parle des bêtises? Bah écoute, je pense qu'il est important de parler de nos bêtises parce que c'est ce qui nous fait grandir, hein, voilà. Ah bah oui. Donc, alors la bêtise gentille, ça a été les expéditions, etc. Donc ça, fautif à aller à 40%, 60%, la poste et autres trucs, ça a mis du temps à être expédié. Encore une fois, ça a été les montagnes russes pour créer les comptes, les machins et tout, mais bon. Au final, tant que le magazine est arrivé, j'allais dire, c'est le principal. Et c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, les numéros seront plus présentés ou teasés pour un mois spécifique, mais sur un trimestre. Sur une saison. Comme ça, moi, et sur une saison, c'est ça. Comme ça, au moins, s'il y a le moindre retard sur un mois, vous, les lecteurs, vous n'êtes pas en attente. C'est-à-dire, s'il arrive en août et pas en juillet, alors qu'il devait sortir en été, il n'y a pas cette frustration de dire mais il devait arriver depuis 2 semaines déjà. Non, au moins si le moindre problème technique, je peux me retourner. Mais là où j'ai fait une connerie, et donc là on va rentrer dans une connerie politique et métaphysique et philosophique. Donc du coup, effectivement, la 4e de couverture, c'est une image qui semble être super cool, mais du coup qui est de l'IA. Et donc du coup cette IA, sur le moment, je me suis dit oh là là, c'est trop cool, c'est trop fun, un JSON. Et si tu veux, quand je l'ai fait, donc il faut bien se remettre dans le contexte, sur le magazine, je fais tout. La couverture, comme tu l'as dit, je dessine, etc. Et comme ça a été un long et gros moment de travail, ce magazine, pour la 4e de couverture, en plus c'est vachement symbolique, c'est vraiment la dernière page, je savais pas quoi mettre sur cette couve. Et donc du coup, on arrive sur l'IA. En plus, il y a 6 mois, parce que du coup c'était au mois d'avril. On était dans ce truc où s'il y avait ChatGPT qui avait lancé sa X version et donc du coup je teste le machin et là en 2 secondes le truc te sort des trucs de zinzin quoi, et il sort des illustrations de ouf, tu lui dis n'importe quoi, il te le fait et tout, et je dis mais c'est incroyable ce truc, mais quel outil, le temps de dingue que je vais trouver avec cet outil. Et donc du coup je teste plein de trucs, je suis mort de rire dans mon PC, etc. Et si tu veux, les problématiques artistiques, bien qu'on en parle depuis un peu plus d'1 an tous ces problèmes d'appropriation éthique, culturelle, etc. Mm-hmm. Et en gros, mon problème, c'est que je me suis dit que le lectorat savait que je faisais des monstres, des maquillages, des dessins, etc. Et que en gros, que ça allait me blanchir d'une certaine manière d'utiliser cet outil. Moi, je me suis dit, le lectorat, il va se dire, Romain, il était fatigué sur la fin, il a la flemme, go, il a fait une IA. Non, il fallait pas penser comme ça. Il fallait surtout pas penser comme ça. Et donc, du coup, et en gros, ce truc de il est trop cool, il est trop machin, une fois que c'est imprimé et tout, donc là, on est au mois de juin et tout, et déjà, avant même d'envoyer les monstros, je regarde la couve et je dis putain, je crois que j'ai fait une connerie. Surtout que là on était sur une période où il y a eu vraiment ce truc sur internet et tout, avec les premières vraies campagnes publicitaires de mecs qui ont de l'argent. Donc encore une fois, moi je suis un petit indépendant, j'ai pas de thunes, donc même un graphiste je peux pas le payer, et j'allais dire le graphiste c'est moi quoi. Mais là on parle d'entités commerciales qui ont vraiment beaucoup de pognon et tout, qui pourraient prendre des graphistes et qui licencient des mecs, qui prennent pas des graphistes, des illustrateurs, et qui passent par l'IA. Donc là effectivement il y a un vrai combat à mener envers ça. Et là où, mais pareil, tu vois, c'est vraiment bête de ma part, hein. Mais comme je me suis dit, mais moi je suis un tocard, je suis un petit, etc. Je vole pas, mais non, en réalité, si, je vole. En gros, le fait de générer une IA, tu participes à quelque chose de diabolique et tu voles quelqu'un sans le savoir dans le monde, quoi. Donc du coup, à partir de là, grosse remise en question. En plus, après, j'ai reçu des DM. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur, parce que tu te dis, putain, les mecs, ils disent que c'est de la merde, juste pour une image générée. Et en gros, après, je me suis assis, et je me suis dit, mais ouais, en fin de compte, c'est vraiment ce que je trouvais de cool, de fun et de ludique quand je l'ai généré. Je voyais pas ce côté grave du truc. En gros, je me suis trop basé sur c'est du jeu vidéo, c'est trop cool, c'est trop drôle. Oh là là, Jason, il a un chapeau sur la tête. Et en gros, j'ai eu le très mauvais état d'esprit. En gros,
J'ai eu j'ai eu l'intelligence d'un enfant, alors que j'aurais dû avoir l'intelligence d'un adulte. Et donc, du coup, voilà, mea culpa. Donc, il y aura un erratum dans le numéro 2. Donc, du coup, pour dire, voilà, les IA, c'est fini. Et du coup, les IA, c'est fini. Finito, maintenant, j'ai compris, et je le referai plus. Et encore une fois, il n'y avait pas d'arrière-pensée machiavélique, hein. C'était vraiment, voilà, je trouvais ça cool. Et, le visuel, je le trouvais cool, quoi. En gros, je me suis bloqué au visuel sans penser à toutes les questions derrière ce visuel. Non, mais après, c'est vrai que, bon, encore une fois, moi, enfin, je peux complètement le comprendre et le pardonner chez un créateur, tu vois, encore une fois, qui voilà, qui a pas des moyens, des trucs, des bidules, je sais pas, une maison d'édition ou une grosse boîte derrière soi, et que t'as pas les moyens. En fait, c'est soit ça, soit tu fais pas. Donc au bout d'un moment, bon, tu vois, il faut se poser des bonnes questions. Par contre, effectivement, voilà, quand c'est des grosses boîtes, machin, là, c'est pas la même. Après, à côté de ça, t'as fait quand même un gros boulot, effectivement, visuel, et tu t'es quand même, sans parler de la mise en page ou quoi, mais tu t'es quand même bien décarcassé à nous faire des beaux visuels. Donc voilà, écoute, ça, c'est pas grave, hein. Ça arrive. Et puis on est dans une époque où de toute façon où effectivement ça arrive très souvent, et même et encore ça. Toi t'as au moins l'honnêteté de le reconnaître, tu vois. Bah, en gros, voilà, c'est-à-dire moi, je suis fan de nouveautés, de technologies. J'aime tout tester, et c'est vrai que je teste absolument tout. Et en gros, c'est vrai que cette histoire d'IA, bah, moi, je le vois comme un outil. Je l'ai vu en tout cas au moment où je l'ai fait, comme un outil, mais plus un copain sur lequel me reposer, tu vois, dire là je galère et tout, je sais pas quoi faire et tout, vas-y, aide-moi à finir cette illustration. Et du coup, il y avait ce côté boué quoi, sur lequel se reposer. Et je pense que peut-être que dans 10 ans, tu vois, 5, 10, 12 ans, l'IA va être moins pointée du doigt, il y aura de la législation, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai que le problème, c'est que l'IA, là, elle est frontale, tu vois. Là, c'est une image qui est récupérée sans retouche et qui est balancée. Mais sur des Photoshop et tout, des fois, tu dois effacer un oiseau dans le ciel. Maintenant, tu vas prendre l'outil, tu sélectionnes l'oiseau, tu vas marquer sur l'IA, fais-moi disparaître l'oiseau. Boum, il fait disparaître l'oiseau. Donc, l'IA, c'est quand même incroyable. Il y a encore quelques années en arrière, alors il fallait se faire chier à détourer l'oiseau, à faire du coup de tampon, etc. Donc, dans le mal, il y a toujours, on peut toujours trouver du bien, et dans le bien, il y a toujours du mal, quoi. Donc, il y a un équilibre à trouver, quoi. Ça marche. Alors, eh bien, dans ce premier monstro, on trouvait donc pas mal d'interviews, de dossiers, de bandes dessinées, voilà, de petites annonces en tout genre, et de courrier du lecteur. Important. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je passe un petit coucou à mon pote Kevin qui a donc eu l'occasion de présenter ses Gremlins dans le premier numéro de Monstro, et ça, c'est bien cool. Ils sont magnifiques. Oui, il bosse très bien, Kevin. Donc, Studio Créative pour l'instant promo. Et donc, ce numéro 2, qu'est-ce qu'il nous réserve alors ? Alors, dans le numéro 2, j'ai changé mon approche. En gros, la problématique, c'est que effectivement, je veux m'adresser à un public de nostalgiques et de jeunes qui découvrent le cinéma fantastique. Mais le problème, c'est que tu as des gens qui connaissent déjà le cinéma. Donc du coup, tu vas leur reparler, je sais pas moi, du Blob, tu vas leur reparler d'Alien, etc. Et les mecs, ils vont dire, ouais, mais ça, cet article-là, je sais déjà tout ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai 40 ans, 30 ans, 50 ans. J'ai pas envie qu'on me réexplique ce que c'est Alien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté des plateformes, des studios, donc comme Netflix, Disney, etc. Du coup, pour entrer donc dans leur média, donc dans la presse, média presse, et donc du coup, ils m'ont dit oui. Netflix était les premiers d'ailleurs pour ça. Et donc du coup, Monstro traitera aussi d'actualité. Comme ça, au moins, on n'a pas ce truc, se dire, ok, Monstro, c'est vraiment ou pour les très très nostalgiques ou pour les jeunes. Non, Monstro, du coup, ça ouvre les portes du possible. On est sur un média d'actualité et rétro. Et je pense que c'était le meilleur move à faire pour du coup toucher un public plus large. Et surtout, bon, toi, tu me connais avec YouTube, etc. Donc c'est vrai que je suis assez franc. Donc même si c'est des nouveautés, je reste toujours. J'ai une franchise, une transparence qui est assez, une honnêteté. Je pense qui fait la sève de la chaîne depuis toutes ces années. Donc là, il y a Predator qui sort, par exemple.
au lieu de faire génial, on a enfin un nouveau Predator au cinéma. Non, l'édito du coup il s'appelle Predator est mort, vive Predator. Donc du coup là il y a un gros édito qui parle donc du coup de cette évolution de Predator à travers les époques. Et du coup, selon moi, la saga est en perdition depuis 20 ans. Et donc du coup, la dernière phrase de l'édito, pour te dire que j'y vais pas de main avec le dos de la cuillère, la dernière phrase de l'édito, c'est ce n'est pas Schwarzenegger qui a tué le Predator, c'est Hollywood. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et donc du coup, ouais, et donc ça permet de coller à l'actu, de parler un peu des choses d'antan. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler du nouveau Frankenstein. Donc là, c'est un petit édito qui est court, mais au moins, tu vois, on reste sur l'actualité. Parce que théoriquement, si mes calculs sont bons, le numéro sortira en novembre. En décembre, ça me semble vachement tard. Normalement, il sortira en novembre, et à peine on aura Frankenstein de sortie, etc., Monstro arrive. Donc du coup, on reste vraiment dans une actualité fraîche. Donc du coup, on va parler de Guillermo del Toro, de sa vision, de son amour des monstres. Le film ne sera pas encore sorti au moment où on écrit l'édito, donc d'où la presse d'actualité. Donc c'est compliqué de se projeter dans le futur et d'imaginer un film qui n'est pas sorti. Donc du coup, on va plus se baser sur son approche du monstre au cinéma. Et après, t'as encore une actualité sur Alien. Alors peut-être c'est Alien Earth. Donc là, je dis rien parce que du coup, l'édito est pas écrit. Il est en préparation, donc il faut attendre les validations des interviews, etc. Donc du coup, une fois qu'on est parti de cette actualité, on va repartir après sur des éditos vintage. Donc du coup, on en a un qui s'appelle 100 ans de démonstration. Donc là, pareil, c'est une rétrospective de l'évolution du diable au cinéma. Donc là, on va partir de Méliès avec la première apparition du diable jusqu'à aujourd'hui avec ce que j'ai appelé dans l'article la James Wanitisation du diable au cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve avec des mecs grands, maigres, avec du maquillage noir, un grand sourire bien marqué, et on est bien loin des maquillages comme de Rob Bottin sur Tim Curry dans Légende, avec le fameux Darkness, etc. Fantastique. Et qui est merveilleux. Et alors, je dis pas que aujourd'hui l'incarnation du diable sur le cinéma est paresseuse, parce que les maquillages sont bons, mais on va dire qu'il y a une sorte de logique, une sorte de copier-coller, alors qui est fait, je pense, de manière involontaire, mais aujourd'hui on a une uniformisation du diable au cinéma, et je trouvais ça intéressant de l'aborder en repassant du coup par toutes les grandes figures du diable au cinéma. Et là vraiment on traite de quasiment tout, on va dire tous les plus grands, et à la fin j'ai fait une sorte de Hellflix, parce que je sais il y a toujours des lecteurs et même chez toi des auditeurs ou des viewers qui disent ah mais t'as pas parlé de celui-ci. Toujours. Là, tu peux pas parler de tout, sinon autant je vais écrire 100 pages du diable. Donc du coup j'ai fait un Hellflix avec un gros plein d'images, plein d'affiches de films, pour dire voilà, je sais qu'ils existent, c'est juste que j'ai pas trouvé une place dans l'article pour en parler. Après, je vais réécrire un article que j'avais sorti déjà en vidéo YouTube sur l'incroyable... putain, je te dis tout ce qu'il y a dans le magazine. Alors là, c'est la grosse exclu. C'est The Incredible Melting Man, le monstre qui vient de l'espace. En gros, c'est une sorte de refonte, de plagiat d'Alien, parce que du coup, l'Alien ayant cartonné, ils ont sorti ce film pour surfer sur la vague. Et du coup, je le mets parce que juste avant, on a l'interview du coup de Carl Toop. Donc du coup, je crois que tu l'avais déjà rencontré au Bloody Weekend. C'est l'acteur qui jouait le xénomorphe dans Aliens de James Cameron. Donc du coup, qui va nous parler de toute sa vie, comment il s'est retrouvé à jouer Alien Warrior, et surtout cette success story qu'il y a eu à retardement. Je sais pas du coup si tu avais discuté avec lui ce qu'il a vécu dans sa vie. En gros, le mec est danseur, il joue dans Alien, du coup pour cachetonner, c'est son premier job au cinéma, il est figurant, voilà. Il joue Alien, et dans sa tête, c'est pas... Et même dans la tête, je pense, de tous les techniciens et tout, c'est juste le mec derrière le costume. Il fait son truc et tout, le temps passe, et un jour le téléphone sonne, il y a quelques années, là, il y a peut-être 2-3 ans. En gros, c'est une convention aux États-Unis qui dit « On vous a retrouvé, vous êtes le Alien Warrior, vous êtes invité à la convention. » Donc, Carl trouve ça fun, tu vois, il y va et tout. Il s'attendait pas à ça, et il arrive, et toute une foule et tout qui l'attend. Mon Dieu, Alien Warrior est là, quoi. Alien est vraiment là. Et donc, du coup, Carl profite du moment, etc. Et à partir de là, c'est tous les week-ends, quoi. Tous les week-ends, une convention, on l'appelle pour dédicacer, machin et tout, c'est Alien. Et c'est vrai que il y a une sorte de justesse dans tout ça, c'est que le film s'appelle Alien, il s'appelle pas Ripley.
Donc du coup, c'est vrai que la vraie star, c'est lui, quoi. Donc du coup, je trouve ça trop cool que les gens idolâtrent et iconisent un acteur de l'ombre. Et c'est vrai que sans lui, on n'aurait pas Alien, quoi. Donc voilà, donc ça c'est notre invité, quoi. Ça fait partie de ces acteurs, effectivement, où moi c'est pareil, tu vois, dans la liste des gens que j'aimerais bien interviewer, il y a Doug Jones, il y a Ouais. Javier Botet, des mecs en fait qui sont pas connus en fait, ce qui est un peu le problème, alors qu'on les a vus dans je sais pas combien de films et qui nous ont fait rêver ou peur pour certains parce qu'ils ont des physiques un peu atypiques et qu'ils sont très souvent pris pour jouer des créatures, des monstres, etc., quoi. Ah ouais, non, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quelles sont les ambitions un petit peu pour Monstro? Alors Monstro, là je t'avoue que c'est le premier projet sur lequel je travaille qui me détend vraiment. Quand tu es, du coup quand j'étais maquilleur en effets spéciaux, etc. Bon, je dis été parce que je fais plus de tournage, etc. Mais du coup, quand tu es chef de poste, quand tu dois créer des monstres, tu as le scénario à lire. Si c'est naze, bon, t'as pas trop ton mot à dire. Voilà, t'es technicien maquillage, donc des fois tu participes à des merdes. Mais surtout, t'as sur tes épaules le poids de la création des monstres et des effets spéciaux. Donc du coup, t'as une sorte de stress permanent en disant, oh là, m'imagine le maquillage, il tient pas, machin, si ça marche pas, si le budget, je me suis trompé, du coup, je vais rien gagner, je vais travailler à blanc. Donc du coup, c'est vrai, bon, après ça, je dis maquillage en effets spéciaux, mais en réalité, même le mec qui fait du placo, du carrelage, n'importe quel indépendant, le graphiste, etc., on a les mêmes problématiques. Et cette pression de l'indépendance et de devoir rendre des comptes, c'est vrai que moi, j'aime pas ça. Ensuite, du coup, je suis allé travailler, etc., les CDI avec le patron, etc., quand tu passes de 10 ans d'indépendant à CDI avec patron, il y a un choc il y a un choc continental, quoi. C'est pendant 10 ans j'avais personne sur moi, du jour au lendemain il y a quelqu'un. Du coup ça fait mal. Et Monstro, pour moi c'est un peu le messie, c'est un peu le truc le plus génial qui arrive dans ma vie, parce que du coup il y a personne au-dessus de toi, donc du coup tu peux parler de ce que tu veux dans ton magazine. Je parle que d'effets spéciaux, donc du coup je vis toujours de ma passion et de mon amour pour les monstres, sans les problématiques liées au tournage, à la pression, etc. Donc du coup c'est vivre des effets spéciaux à travers un nouveau prisme, et surtout tu as le lectorat, et ça c'est une sensation que j'ai découvert que hier. Bon, et du coup toi tu es un des premiers du coup. Hier j'ai eu ma première séance de dédicace avec du public, et donc du coup il y a un gamin, et ça je sais, un gamin, peut-être mon âge, un jeune homme et sa compagne qui est venu me rencontrer. Et en gros, c'est la première fois que quelqu'un me dit j'ai lu Monstro, je l'ai précommandé, je l'ai lu, c'est génial et tout, j'ai passé un moment de ouf. Et là, du coup, oui, tu fais vraiment plaisir aux gens, tu les amuses, etc. Alors que une pub TF1 ou le fait d'avoir bossé sur Joueur du Grenier, ça t'apporte. Alors, pour ton estime personnelle, c'est trop bien. En plus, tu te fais des amis et tout. Les Joueurs du Grenier, c'est des gens merveilleux que j'aime vraiment du fond du cœur. Mais t'as jamais personne qui va dire c'est incroyable, la frangipane qui parle. Non, ils vont dire à Joueur du Grenier, etc. Et donc du coup là, le fait de sortir un peu de l'ombre, et en fin de compte, tu récoltes les fruits de ton travail de manière frontale. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'hier, j'étais très très content, quoi. C'est qu'on dise waouh, ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous, pour nous. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Et c'est trop bien. Et là, ça, c'est cool. Sur YouTube, ça le fait, mais pareil, YouTube, tu as une distance avec le public qui est énorme, quoi. Du coup, c'est Internet, c'est les écrans, etc. Non, mais la connexion n'a rien à voir. Là, t'es en accès direct avec ton public. Là, c'est ça. Tu fais les dédicaces, tu en fais le truc et tout. Moi, les conventions YouTube, j'en ai quasiment jamais fait, parce que j'ai commencé YouTube après la hype, où t'avais toujours ces gros salons qui invitaient tous les youtubeurs, tu sais, etc. Bon, ça se fait un peu moins. Mais là, hier, ça m'a vraiment fait un choc positif. Et donc là, Monstro, ce que je souhaite à Monstro, c'est que ça continue de marcher. Là, le numéro 2 est en précommande, et il a fait 60% de financement, alors qu'il a fallu attendre presque un mois pour avoir les 60% sur le numéro 1. Donc je sens qu'il y a un vrai engouement, un vrai amour sur le projet. Mm-hmm. Et moi, ça me fait un bien fou, quoi. C'est vrai que ça me fait un bien fou. Après la vie d'indépendant et d'artiste, parce qu'on parle d'art, elle est
difficile, et là avoir une sorte de lumière au bout du tunnel en se disant voilà, ça c'est un truc qui a du potentiel, qui peut marcher, qui fait plaisir aux gens. Pareil, il y a une anecdote qui est assez dingue, alors je regrette de pas avoir été là. La première personne qui a acheté en librairie Monstro, c'est un papa et son fils. En gros, donc le libraire, donc c'est les premiers à avoir eu Monstro, c'était des libraires à Montpellier, puisque j'habite là, donc je les ai livrés direct. Et un jour après, mais vraiment 24 heures après, tu as un papa et son gamin qui rentrent, et le père dit « Oh là là, t'as vu ça ?» et tout. Et le gamin, il fait « Ah non, c'est quoi? Mais ça a l'air trop cool !» Et le père commence à lui dire « Oh là là, mais c'est Guyver et tout, machin, il y a Godzilla. » Et le gamin, de ce que m'a dit le libraire, il était devenu zinzin avec le magazine. Il dit « Mais c'est incroyable et tout, la mise en page et tout. » Et en gros, tout ce que j'avais espéré avec Monstro dans ma tête, donc ce truc de partage, d'héritage, de passer un moment entre le passé, le présent, t'es un papa, tu veux me faire découvrir les mêmes sensations et tout. La transmission. En gros, ça a marché, et genre les premières heures dans lesquelles Monstro était sur l'étalage, et c'est parfait. Donc j'espère que ça va continuer, j'espère qu'il y aura d'autres transmissions. Et tu vois, je suis vachement sensible à ça. Dans le 2, je sais pas si tu l'as vu sur la vidéo, mais dans le 2, tu as des VHS à découper dans Monstro 2. Nous, pour ceux qui connaissent pas, en gros, il y avait télécassette, télé 7 jours, etc. Et je me souviens que quand on enregistrait les films à la télé avec mon père et ma mère, on achetait le télécassette, on découpait la VHS dans le magazine, et on se faisait notre VHS. Et c'était un moment que j'adorais, parce que du coup, on cherche le truc, on passe du temps à découper et tout, et c'est des petits moments de vie. Ça dure quoi? Ça dure 10 minutes de faire une VHS, même pas 5 minutes. Mais ça, je m'en souviens. Mais tu t'en souviens, si c'était hier, et ça fait partie de mon ADN. Et moi, j'ai envie que des gamins d'aujourd'hui, ils fassent pareil, que t'es un daron, que toi, moi, je sais pas, n'importe qui achète son truc en disant, viens et tout, on va faire un... Alors effectivement, j'aurais pu faire des pochettes Blu-ray si j'avais été un peu plus malin. Mais c'est pas suffisamment rétro. Peut-être que je ferai des jaquettes Blu-ray dans 20 ans, quand ce sera vraiment vintage. Mais la VHS, je trouve que l'objet est tellement beau en plus. Et là, ça va faire, à mon avis, faire remonter des souvenirs pour les lecteurs. Ouais, c'est vrai qu'on est sur une ère de la VHS, notamment du vidéoclub, enfin tous ces trucs-là, en fait, où à chaque fois que je discute quand je fais mes interviews, très souvent, une des premières questions, c'est quoi ton rapport à l'horreur, c'est quoi ton histoire un peu avec l'horreur, avec le surnaturel et tout ça. Et en fait, quasi systématiquement, les premiers mots que t'entends, c'est « Alors quand j'étais gamin, j'allais au vidéoclub. » Et voilà, donc le vidéoclub, la VHS, ça a été des vecteurs énormes à l'époque, justement, de découverte et d'éveil à tous ces cinémas-là et à tous ces univers. Ouais, même au-delà de ça, c'est aussi alors, au-delà de l'impact du cinéma fantastique et d'horreur sur le public, sur les fans, etc., mais c'était aussi un moment de vie. Et moi, c'est ça. Alors après, je suis pas quelqu'un de réac, etc., hein, mais oui, effectivement, c'était mieux avant. Parce que les vidéoclubs, les télécassettes, les VHS, c'est pas que des moments de trop bien et tout, je vais devenir fan d'horreur. C'était des moments avec mes parents, c'était des moments avec mes copains, où on allait se faire peur, où il y avait le fameux rideau avec les films de cul derrière, où du coup on passait une tête, machin et tout. Donc il y avait une sorte de... C'était des vrais souvenirs. Et moi, c'est ce que je regrette aujourd'hui. C'est que, tu vois, là, je regarde mes neveux qui scrollent sur Netflix, affalés dans le canapé. Moi je trouve ça terrible, je trouve ça dramatique. Alors les vidéoclubs, je dis pas qu'il faut les rouvrir, il faut vite, mais je pense que leur enfance est bien plus morose que la mienne ou la tienne et tous les gens. Clairement, mais ça, je le dis souvent, pour rien au monde, j'échange mon enfance contre celle des générations d'après. Ah ouais. Parce qu'on se retrouvait tous chez le copain parce qu'il venait d'avoir la dernière cartouche de jeu pour son anniversaire, et on se retrouvait tous goûter Super Nintendo ou Mega Drive ou ce que tu veux, à se passer la manette et tout. Et puis effectivement, voilà, les moments comme les vidéoclubs où des fois t'échangeais avec des gens que tu croisais de temps en temps. T'avais le mec qui était derrière le comptoir qui te donnait des conseils parce qu'il commençait à te connaître un petit peu. Et puis des fois t'avais juste la jaquette qui t'avait interpellé et puis qui te faisait découvrir un film improbable. Donc voilà, ouais, c'est sûr que c'est des générateurs de souvenirs extraordinaires. Ouais, c'est trop bien. Et là, mais quand tu parles des VHS,
quoi, des couvertures, etc. Mais le nombre de trucs que j'ai fantasmé, en gros, dans les vidéoclubs, t'avais toutes ces VHS, mais des trucs, comme tu disais, improbables, et t'as des machins qui m'ont tellement, qui se sont imprimés dans mon cerveau, et pendant des années, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'était? Et en gros, petit à petit, tu vois, là, je suis avec le coin du bis, il me parle de Spookies, j'avais jamais vu Spookies et tout, il lance le film, il y a le monstre qui arrive, et là, tu vois, j'ai ce flash du vidéoclub en me disant, putain, c'était Spookies, le truc que je rêvais de voir, et du coup, c'est une grosse merde, je suis tellement déçu, et le machin, je l'ai fantasmé pendant presque 20 ans, et putain, c'est une merde sans nom. Et non, c'est trop bien. Ah bah, Mathieu du coin du bis, justement, normalement, c'est mon prochain invité interview. Voilà. Ah, et ben voilà, bah c'est mon, voilà, c'est totalement platonique. Donc je pense que dans une autre vie, on était amants. Et aujourd'hui, on n'ose plus l'assumer. Toutes les exclus, c'est chez moi. Alors normalement, non, c'est quasiment sûr. Mais je vais à Nanarland, donc peut-être qu'on se verra. Ah, alors Nanarland, je n'aurai normalement pas la chance d'y aller, mais je vais quand même essayer d'aller au PIF cette année. Ah putain, ouais, j'aimerais. Je l'ai jamais fait le PIF. Il faut moi non plus. Moi non plus, justement. Voilà. Et ben soyons fous, allons-y ensemble. Ah oui, bah exactement. Voilà, on va s'organiser un truc. Écoute. Allez, je suis chaud. Pour aller commander du coup ce Monstro numéro 2. Alors pour ceux qui se disent merde, j'ai pas lu le premier, peut-être que il fallait suivre ou quoi, ok. Alors déjà, non, il n'y a pas forcément besoin. Et en plus de ça, la magie fait que vous pouvez choper le numéro 1 en même temps que vous commandez le numéro 2. Et ça, c'est beau. Oui. Et donc tout ça, ça se retrouve sur Ulule, mon bon ami, c'est ça? Oui, c'est sur Ulule, donc la campagne s'arrête le 5 octobre à 23h59. Bon, bien sûr, si elle atteint les 100%, elle sera prolongée. Les livraisons du 2 sera donc entre novembre et décembre, mais décembre, j'y crois pas trop. Mais bon, dans le doute, je préfère vous dire novembre-décembre. En tout cas, pour les fêtes, c'est sûr que vous allez avoir Monstro sous le sapin. Et le numéro 1, si vous voulez aller plus vite et pas passer par Ulule, parce que pour simplifier les livraisons, ceux qui commandent le 1 sur Ulule vont le recevoir en même temps que le 2. Sinon, c'est un bordel sans nom sur les expéditions. Mais si vous voulez que le 1, vous pouvez aussi me contacter directement sur la page de Monstro sur Instagram. Le site web, alors ça pareil, j'en parle pas en vidéo, mais je me suis planté quand je l'ai codé et quand je me suis abonné. Donc j'ai un site web de vente qui ne fonctionne pas. Ah, c'est pratique. Ouais, c'est très pratique. Là, on peut pas acheter sur mon site web. Donc je dois réparer ça là dans les jours qui arrivent. Mais du coup, voilà. Donc Instagram et Ulule pour le 2. Et encore une fois, merci à tous parce que ça marche de ouf. Hein. Là, on est à 65% et ça fait 2 jours, quoi. Donc c'est incroyable. Eh ben, j'ai une idée, vu que ça sort pour les fêtes. Vous pouvez découper vos VHS, vos covers de VHS que vous avez dans Monstro et les mettre sur votre sapin en décoration. Voilà. Que dire de mieux? Que dire de mieux? Ça marche. Eh ben, écoute Romain, je te remercie. Et puis donc, j'invite tous nos viewers et nos auditeurs à aller donc sur Ulule pour vous procurer vos exemplaires de Monstro. Merci beaucoup. Et ben, je te remercie et je te souhaite une excellente journée. Salut Romain. À bientôt. Ciao, ciao.